Dr. Schertman, Dan Schertman. Dr. Schertman, Dan Schertman, merci d'être venu. Vous venez tout juste de recevoir le prix Nobel de chimie en 2011 pour votre découverte de quasi-cristaux. Qu'est-ce qu'un quasi-cristal? Un quasi-cristal, c'est un cristal dans lequel les atomes ne sont pas rangés de manière périodique, mais de manière quasi-périodique. Ça veut dire qu'ils ont une structure unique qui n'est pas périodique, mais ils sont ordonnés. Comme les cristaux ordinaires, ils sont ordonnés, mais l'ordre est quasi-périodique. Donc un cristal ordinaire est périodique. Et maintenant, dans les quasi-cristaux, ce n'est pas périodique. C'est ça, c'est quasi-périodique. Il existe deux familles de cristaux, les cristaux périodiques et les cristaux quasi-périodiques. Avant, les gens pensaient que tous les cristaux étaient périodiques, maintenant ils savent mieux. Et vous avez découvert ça. Oui, c'est moi qui ai découvert les cristaux quasi-périodiques. Vous venez tout juste de dire qu'avant votre découverte, personne ne croyait aux cristaux quasi-périodiques. Alors comment les gens ont réagi, vos collègues et la communauté scientifique? Lorsque j'ai vu la phase icosaédrale au microscope électronique, et j'en ai parlé autour de moi au NBS, National Bureau of Standards aux États-Unis, où j'ai fait mon année sabbatique du Ternium. Je suis professeur au Ternium en Israël. La plupart de mes collègues n'ont pas accepté mes résultats. Leur réaction a varié entre l'encouragement, par exemple celui de professeur John Kahn, qui m'a dit « Danny, ce matériau est en train de nous dire quelque chose et je t'encourage à trouver ce que c'est. » Ça, c'était un encouragement. Le leader de mon groupe m'a découragé puisqu'il m'a expulsé du groupe. Et en disant que je déshonorais le groupe, il ne voulait pas s'associer à moi. Les réactions ont varié. La plupart étaient entre un encouragement et un rejet. Pensez-vous que c'est souvent qu'une découverte fantastique est rejetée ou c'était juste dans votre cas? Non, ce n'est pas simplement dans mon cas. Il existe d'autres exemples de découvertes qui ont été rejetées au départ. La plupart des prix Nobel ont été acceptés presque immédiatement parce qu'ils ne sont pas allés contre une loi établie en science, alors que les quasi-cristaux allaient à l'encontre des lois de la cristallographie. Lorsqu'on a défini une nouvelle fois le sens de ce qu'on entend par un quasi-cristal, il y a eu là un changement de paradigme. Donc ils ont adopté une nouvelle définition des cristaux. Oh oui, c'est l'Union internationale de cristallographie qui est la structure officielle qui décide des définitions. Ils ont adopté une nouvelle définition des cristaux. Comment se fait-il que personne avant vous n'avait découvert les quasi-cristaux, bien que beaucoup avaient déjà pensé à ça? Il y avait des mathématiciens qui avaient pensé à ça. Par exemple, Roger Penrose avait déjà pensé à ça. Ils avaient déjà pensé à cette quasi-périodicité. Mais comment se fait-il que personne n'a essayé de trouver les vrais quasi-cristaux dans la nature? Faisons ça comme ça. Roger Penrose est un mathématicien anglais. Il a imaginé les pavages de Penrose, qui sont très célèbres, bien sûr. Il a surtout écrit un article dans Scientific American dans les années 70, mais c'était dans le chapitre des jeux mathématiques, et c'était considéré plutôt comme un jeu mathématique. Un autre mathématicien, Ellen McCoy, qui travaille avec nous aujourd'hui,
en a fait une science. Il a montré que les pavages de Penrose peuvent avoir des pics de diffraction très aigus. Et il a publié son papier en 1981. Et moi, j'ai observé expérimentalement les quasi-cristaux en 1982. Je connaissais les pavages de Penrose, mais je ne connaissais pas l'article de Mackay. Est-ce que vous étiez vous-même surpris de votre propre découverte? Oui, j'étais surpris. Au départ, je me suis dit que ça va être très simple. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une macle. Le jour même de la découverte, j'ai fait une série d'expériences et j'ai montré qu'il ne s'agissait pas de macle. Il n'y avait pas de macle. Je savais dès le premier jour qu'il n'y avait pas de macle. Et les expériences que j'ai effectuées, qui s'appellent des expériences de microdiffraction, j'ai cherché avec toutes ces expériences de trouver les macles, mais je n'ai jamais trouvé de macles. Donc il s'agissait de quelque chose de vraiment nouveau. Y avait-il une controverse sur qui a le premier découvert les quasi-cristaux? Non, il n'y avait pas vraiment de controverse à ce propos. C'était clair que j'ai été le premier à découvrir les quasi-cristaux. La controverse portait davantage sur est-ce que c'est le modèle de Ilan Blair qui marche mieux ou celui de Dövelwiner et Steinhardt. Et cette controverse continue encore de nos jours, bien que ça ne soit pas une vraie controverse. Est-ce que vous continuez de travailler sur les quasi-cristaux ou vous avez changé de sujet? J'ai continué encore pendant quelques années, j'ai publié une vingtaine de papiers et ensuite j'ai changé à un autre sujet. C'est comme ça que je fais, je change de sujet tous les 5-10 ans, je change de sujet. Alors peut-être que vous allez découvrir, vous allez faire une nouvelle découverte encore. Vous savez, de nos jours, avec toutes ces interviews que je donne tout le temps, je n'ai plus le temps de faire de la recherche. Cette année, je pense que c'est une année perdue, je ne ferai pas beaucoup de recherche. Mais j'essaie quand même de contribuer en Israël et ailleurs à encourager les jeunes à aimer la science, la physique, la chimie, les maths. Et en faisant cela, je pense que j'accomplis ma mission dans ma carrière. Y a-t-il des applications des quasi-cristaux? Oui, il y a quelques applications, pas beaucoup, mais il y en a et je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple vient de France. Il y avait une société qui s'appelait Citram qui produisait des casseroles et des poêles avec un revêtement de quasi-cristaux. Les revêtements de quasi-cristaux ont la propriété d'être anti-adhésifs comme le téflon. Et on peut préparer un bon filet mignon ou une omelette et ça ne colle pas. Mais cette société a vendu des casseroles et ensuite ça a été acheté par Saint-Gobain. Ils ont arrêté la production parce qu'ils voulaient faire autre chose. Je pense que de nos jours, ils n'en fabriquent plus, mais peut-être que je me trompe. Il y a une autre application, cette fois une société suédoise, Sandvik, qui produit un acier qui se dénomme un RK91. C'est un acier inoxydable extrêmement dur et ses propriétés de dureté viennent du fait qu'il y a de petits morceaux de quasi-cristaux qui sont inclus dans l'acier. Existe-t-il des applications électriques? Dans la mesure où, comme les atomes ne sont pas rangés de manière périodique, peut-être que cela modifie les propriétés électriques des quasi-cristaux, des propriétés inhabituelles. Peut-être pas, mais je ne sais pas. Oui, il existe. Très brièvement. Certains quasi-cristaux se comportent de manière
opposé au supraconducteur. Un supraconducteur, quand on le refroidit beaucoup, devient un très bon conducteur de l'électricité sans résistance. Les quasi-cristaux font exactement l'inverse. Quand on les refroidit, leur résistivité augmente. Ça monte très très haut. Ça ne devient pas infini, mais ça monte très haut. D'une certaine manière, les quasi-cristaux fonctionnent en sens opposé. Est-ce qu'on peut dire que les quasi-cristaux deviennent des super isolants? On ne peut pas dire que ça devient des super isolants, mais bons isolants. You see, superconductors, un supraconducteur, quand on le refroidit, sa résistance atteint 0. Mais un quasi-cristal, quand on le refroidit, sa résistance ne monte pas à l'infini, mais ça monte très haut. Donc, ça, c'est une propriété électrique. Si vous aviez un conseil à donner à de jeunes chercheurs, ce serait quoi? Je leur dirais clairement, si vous voulez réussir en sciences, mais c'est vrai pour toutes les professions, devenez un expert, soyez un expert dans un domaine. Et quand vous êtes un expert, ça vous mènera loin dans un futur avec beaucoup de succès. Et quand vous êtes jeune, vous pouvez choisir votre domaine d'expertise. Choisissez maintenant, vous devenez expert de quelque chose, mais soyez un expert, c'est très important. Mais ça prend du temps. Thank you very much, Dr. Merci beaucoup, Dr. Schertmann, pour cette interview et ça a été un grand plaisir pour moi de discuter avec vous. Merci, j'ai moi-même apprécié cet entretien.